Venez, suivez-moi. Ah, vous avez de la chance. Tous les 1000 ans à peu près, il paraît une spirituelle idée. Estimons-nous heureux d'avoir eu l'année 1846 dans le lot de notre existence. Elle a donné aux sincères enthousiastes des beaux-arts la jouissance de 10 tableaux de David et 11 de Ingres, les nobles ouvrages de Guérin et de Girodet, le fier Cimabue et de ravissants morceaux de Prudhon. Je vous préviens, j'ai aucune culture artistique, moi. Oubliez ça. Imposons-nous de chercher l'imagination. Allez, un petit effort, et remontons au temps nébuleux de la première enfance. Regardons tout autour de nous avec les yeux d'un enfant. Souvenez-vous les diligences, l'éternel drame de la diligence joué avec des chaises, la diligence chaise, les chevaux chaises, les voyageurs chaises. Quelle simplicité de mise en scène! N'y a-t-il pas de quoi faire rougir de son impuissante imagination ce public blasé qui exige du théâtre une perfection physique et mécanique? Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance, et encore maintenant, c'est le lustre. Un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique. Je ne nie pas pour autant la valeur de la littérature dramatique, seulement le lustre m'a toujours paru l'acteur principal. Ok, allons-y alors. Montrez-moi les tableaux qui vous semblent intéressants. Voyez-vous celui-là? Mauvais. Celui-ci? Crénon. Celui-ci est trop artiste. Attendez. Excusez-moi, mais vous allez déjà trop vite et je comprends pas. Pourquoi celui-là est mauvais? Le tableau est mauvais. Pas de style, mauvaise composition, mauvaise couleur. Il manque de caractère, il manque de son sujet. Quel est ce Desgrieux? Je ne le connais pas. Je ne reconnais pas là Monsieur Gigou, que la faveur publique faisait, il y a quelques années, marcher de pair avec les plus sérieux novateurs. Pourquoi a-t-il la faveur du public alors et vous le trouvez mauvais? Le public ne s'intéresse qu'aux résultats. Et moi je veux raconter l'art. Définissons de quoi parlons-nous. Est-ce un portrait, un paysage, une sculpture? Chaque discipline a ses propres caractéristiques, son histoire. J'observe ensuite, à quelque distance, le tableau, pour n'en deviner que les lignes et les couleurs. Puis me viennent toujours à l'esprit 3 questions. D'abord, suis-je étonné? Ensuite, comment s'exprime l'artiste? Un tableau n'est que ce qu'il veut. Il n'y a pas moyen de le regarder autrement que dans son jour. La peinture n'a qu'un point de vue. Elle est exclusive et despotique. L'expression du peintre est bien plus forte. Et enfin, ce tableau va-t-il me rester en mémoire? Ok, alors ceux-là que vous jugez trop artistes? Allez-y, mais essayez. Racontez-moi ces tableaux. Que voyez-vous dans ces paysages caillouteux? Ce sont les paysans de Millet, une série de tableaux. Il s'agit de paysages. En les voyant à bonne distance, j'ai une impression de dureté, de douleur. Et quand je m'approche, c'est encore plus saisissant. Parce qu'ils représentent ces paysans dans leur quotidien simplement. Ils ont l'air éreintés, avec la glèbe qui leur colle au sabot. Êtes-vous particulièrement étonné? Non, je suis plutôt saisi, parce que ces tableaux me semblent politiques, comme des témoignages de ralliement au socialisme. Que vont-ils vous rester en mémoire? À première vue, non. Je serais passé devant un peu vite, mais en m'arrêtant et en rentrant dans le tableau selon votre méthode, c'est vrai que j'ai plaisir à me raconter l'histoire de ces personnages. Alors ce n'est pas suffisant pour que ces œuvres méritent plus d'attention. Ah bon? Mais moi je les trouve bien faits, ces tableaux. Ils ont du style, ils expriment la dure réalité du quotidien et ça me touche. Vous n'allez quand même pas m'enlever ça? Ah, la réalité. Bien sûr, nous y voilà. Déjà. Ne devions-nous pas chercher l'imagination? Monsieur Millet cherche particulièrement le style, justement. Il ne s'en cache pas, il en fait montre et gloire. Ces paysans sont des pédants qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils étaient une manière d'abrutissement sombre et fatal qui me donne l'envie de les haïr. Qu'ils moissonnent, qu'ils sèment, qu'ils fassent paître des vaches, ils ont toujours l'air de dire « Pauvres déshérités de ce monde, c'est pourtant nous qui le fécondons !» Et dans leur monotone laideur, tous ces petits parias ont une prétention philosophique, mélancolique et raphaëlesque. Écoutez, j'apprécie votre crédulité,
sincèrement. Elle a son charme, mais... Promenez-vous, allez voir là-bas ce que vous trouvez digne d'intérêt. Et retrouvons-nous ici, voulez-vous? Vous me donnerez tout à l'heure vos impressions de promenade. Impression de promenade. Impression de promenade. Qu'est-ce que vous faites? Rien, pardon. Et ça, vous le trouvez digne d'intérêt? Qu'est-ce que c'est? Où avez-vous trouvé ça? Ces lignes, ces couleurs, c'est tout à fait remarquable. Quel mouvement, quelle imagination! C'est l'œuvre d'un grand artiste à n'en point douter. C'est un Van Gogh, vous connaissez pas? C'est un peintre français qui a vécu peu après vous. Il a appris à peindre en reproduisant ces tableaux de Millet qu'on a devant les yeux et que vous n'aimez pas. C'est un jeune artiste, dites-vous? C'est un mélange admirable de science et de naïveté. Ce Van Gogh est déjà un peintre complet, c'est-à-dire un homme complet. Il contient assez d'originalité pour promettre un heureux avenir. Voyez-vous dans son tableau, la nature n'est qu'un dictionnaire. Ceux qui n'ont pas d'imagination copient le dictionnaire. Il en résulte un très grand vice, le vice de la banalité. Ce Van Gogh, en revanche, il exprime surtout l'intime du cerveau, l'aspect étonnant des choses, tant son ouvrage garde fidèlement la marque et l'humeur de sa conception. C'est l'infini dans le fini. C'est le rêve. Il y a aussi toujours quelque chose de naïf et de puéril dans les meilleurs tableaux. Alors une œuvre d'art devrait toujours nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous avons vu, c'est ça? Je crois comprendre pourquoi on dit que l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme finalement. En fait, c'est par l'art seulement que nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la Lune, par exemple. Exactement! Venez, restez près de moi et continuons. Ah, voyez-vous ça? Monsieur William Assoulier. Ah oui. Bien, d'abord, ne soyez point surpris de l'éloge violent que nous allons faire de son tableau. Monsieur Assoulier, hier, était inconnu. Le pauvre homme a reçu un accueil brutal et malhonnête du public français. C'est la fontaine de Jouvence. Sur le premier plan, 3 groupes. À gauche, 2 jeunes gens, les yeux dans les yeux, causent de fort près et ont l'air de faire l'amour allemand. Au milieu, une femme vue de dos, à moitié nue, bien blanche, avec des cheveux bruns, crespelés. Elle jase. Moi, j'aime pas trop celui-là. Je le trouve trop artiste. Je croyais qu'on cherchait l'imagination, les traits tordus, les couleurs exagérées, l'expression sensible du peintre, en somme. Celui-là est réaliste, ennuyeux, et il n'exprime rien de bien fou. Enfin! Le sentiment de ce tableau est exquis et nous transporte. Comprenez bien, vous devez rechercher le sentiment. L'imagination est simplement le moyen de toucher vos sentiments. Une qualité essentielle de cette peinture est qu'elle est visible grâce à ses couleurs. Vous ne pouvez pas la manquer et elle vous restera forcément en mémoire. De même que le Van Gogh. Si vous êtes insensible au génie de Monsieur Assoulier, moi, je ne peux plus rien faire. Nietzsche dit que le génie n'existe pas. Nommer quelqu'un de divin, dit-il, c'est dire « ici, nous n'avons pas à rivaliser ». L'art ne relèverait que d'une pratique qui nous fait simplement défaut. C'est intéressant, non? Nietzsche a le mérite de replacer l'homme devant sa propre créativité, souvent inexploitée. Tenez, je vous ai amené une forme d'art populaire, justement. Regardez ça. Oh, de la calligraphie. Kilroy was here. C'est assez basique. Qui est ce Kilroy? Kilroy, c'est le premier graffeur. Ce que vous avez entre les mains, ça s'appelle un tag. C'est une signature, simplement, de l'artiste qui veut dire qu'il est passé par là. Étonnant, n'est-ce pas? Le tag, on l'associe à un mouvement plus large et plus complexe qui est celui du graffiti. C'est un dessin ou une inscription peinte sur des biens publics ou privés, des monuments, des murs ou tout autre support qui n'est absolument pas prévu à cet usage. Tenez, regardez, celui-là est en couleur et plus élaboré. Cette forme d'expression est fort intéressante. Ce n'est pas d'un style extrêmement élevé, mais c'est très pénétrant. Celui-ci en couleur notamment. Je vois un mouvement rapide
qui commande à l'artiste une égale vélocité d'exécution. Bah oui, parce que c'est un art qui n'est pas franchement apprécié pour ce qu'il est. C'est considéré comme du vandalisme, de la dégradation. Alors il faut faire vite, et bien. Celui-ci avec les couleurs justement, c'est un lettrage, Bubble. Il paraît très simple avec ses lettres toutes rondes, et pourtant c'est très dur à réaliser. Vous savez quoi ? C'est le genre d'art dont on se rend compte de la complexité qu'en ayant une bombe à la main. Tenez, j'ai amené tout ce qu'il faut. Quelle couleur vous voulez ? Eh bien, du rouge et du vert, si vous avez. Allez-y, secouez-les. Vous allez écrire quoi ? Eh bien, Monsieur Charles Baudelaire ? Non, mais c'est trop long ça. Il vous faut une signature plus courte, un blaze anonyme avec une histoire. Je vous rappelle que vous sortez d'un procès, c'est pas le moment de vous faire attraper en train de faire ça. Et vous inquiétez pas, c'est une forme d'art plutôt éphémère. Ils seront effacés par le temps ou bien des personnes que ça ennuiera. Mais jamais par un autre graffeur, hein. Un tag, c'est sacré, ça ne se repasse pas. Et puis là, on écrit notre nom, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des messages d'amour, politiques, des hommages à des défunts. Mais le but, c'est toujours la visibilité, comme le Van Gogh dont vous parliez tout à l'heure. Alors, vous y arrivez ? Vous écrivez quoi ? CB ? CB, pour Charles Baudelaire. Ce n'est pas si évident, j'en conviens. En avez-vous une rose ? Rouge vert rose ? Non, celle-là est pour le joujou. Alors, le graffiti, c'est de l'art ? Je reconnais bien dans tous ces faits un symptôme heureux. Le graffiti présente toutes les caractéristiques d'un art complet. Il y a l'imagination du dessin, l'expression de l'artiste. La mémoire semble d'ailleurs un aspect important du graffiti. En inscrivant sur un mur le témoignage de son passage, l'auteur de graffiti transforme son support en un véritable pan de mémoire. C'est une manifestation de l'esprit humain, poétique de par son aspect éphémère et certainement altruiste de par son mode de diffusion. Mais je ne voudrais pas affirmer toutefois que le graffiti soit destiné prochainement à une totale popularité. C'est vraiment un genre trop personnel et, conséquemment, trop aristocratique pour enchanter d'autres personnes que celles qui sont naturellement artistes. Oula, vous savez, la popularité, c'est pas le but de la manœuvre. Et la démarche est plutôt anti-aristocratique en réalité. C'est une pratique étrange que d'écrire sa signature. Diriez-vous qu'elle sert à glorifier l'individualité de l'artiste ? Quoique non, attendez. Il serait même difficile à l'artiste de ne pas décrire sur le mur sa personnalité la plus intime. J'imagine qu'il y a autant de manières de le cultiver qu'il y a de calligrapheurs. Il y a un peu de ça, c'est vrai. À New York, dans les années 70, lorsque le graffiti explose, le but est d'obtenir la célébrité, la reconnaissance des autres graffeurs. Et progressivement, la simple affirmation d'une identité s'est doublée d'ambition plastique. C'est plus seulement le graffeur le plus actif ou celui qui prend le plus de risques qui obtient la reconnaissance, mais aussi celui qui produit les œuvres les plus belles. De nouveaux styles émergent et des groupes, qu'on appelle des crews, permettent aux graffeurs de s'unir pour exécuter des actions plus spectaculaires. Désormais, on glorifie un nom collectif en plus d'un nom individuel. Somme toute, nous serions enchantés d'être mauvais prophètes, et un grand public mordrait au même fruit que nous, que cela ne nous en dégoûterait pas. Nous souhaitons à ces calligrapheurs un bon et solide avenir. On dit juste graffeur, et détrompez-vous, les graffitis existent depuis longtemps. L'Antiquité et le Moyen-Âge ont laissé de nombreux exemples de graffitis par exemple. En archéologie, ils font partie des témoignages populaires, souvent très vivants, et aptes à nous révéler des aspects inédits des sociétés qui les ont produits. Le véritable tournant, c'est la fin des années 60, des deux côtés de l'Atlantique, du fait notamment de la disponibilité nouvelle d'aérosols de peinture à bas coût. Et c'est là qu'une partie des graffitis gagne une vocation esthétique pour devenir de véritables typographies. Mais à la fin des années 70, le graffiti est sévèrement réprimé dans le métro de New York et commence alors à se diffuser sur les murs des quartiers défavorisés de la ville, avant d'envahir d'autres grandes villes américaines et bientôt des grandes villes européennes. Paris, Londres, Berlin, Amsterdam et Barcelone surtout. Il est peu d'occupations aussi intéressantes, aussi pleines de surprises et de révélations pour un critique que la comparaison des nations et de leurs produits respectifs. Comment a été perçue à Paris l'arrivée de cette floraison insolite ? En fait, toutes les capitales d'Europe touchées par le phénomène observent la même évolution. Arrivée de cette forme d'art, intérêt grandissant, jusqu'au lassement et la caractérisation en forme de délinquance.
Et pourtant, des graffitis, il y en a partout, et dans tous les pays de notre sphéroïde. Comment vous percevez cette espèce de décadence ? Là-dessus, il est impossible de rien prophétiser de précis. Le succès ou l'insuccès ne peut absolument rien prouver. Nous avons vu bien des choses déclarées jadis absurdes, qui sont devenues plus tard des modèles adoptés par la foule. Tout le public se souvient de l'énergique résistance où se heurtèrent, dans le commencement, les drames de Victor Hugo, les peintures d'Eugène Delacroix et la musique de Wagner. Le graffiti, en supposant qu'il fût un ouvrage détestable, pourrait tout à fait monter au nu. En le supposant parfait, il pourrait aussi révolter. La question de la réformation de l'art n'est jamais vidée, et la bataille continuera. Apaisée, elle recommencera. Dans un avenir très rapproché, on pourrait même voir des hommes anciennement accrédités profiter, dans une mesure quelconque, des idées nouvellement émises et passer heureusement à travers la brèche ouverte par cette nouveauté. Lorsqu'un génie produit une œuvre nouvelle, inédite, l'idée est lancée, la trouée est faite, et c'est l'important. Intéressant. Changeons de perception justement. En parallèle à cette évolution judiciaire, le milieu de l'art se penche aussi sérieusement sur le sujet. Des graffeurs légendaires, comme Lee Kinons, Sin ou Jean-Michel Basquiat, peignent sur des toiles et exposent leur travail dans des galeries. Ces peintres ne sont pas spécialement issus des quartiers défavorisés, et ils ont généralement suivi un cursus classique en art ou en communication visuelle. Ils sont intéressés par l'idée d'un art urbain, clandestin, et ils s'associent aux graffeurs ou s'approprient leurs pratiques. Tenez, j'ai une dernière œuvre à vous montrer, regardez ça. Non, pitié, assez de ces photographies. Si l'œuvre en question est réellement digne d'intérêt, vous devez être capable de me la raconter par des moyens mnémotechniques. C'est une œuvre de street art qui s'appelle Silk Road, peinte par deux artistes, Etawan et Monsieur S. C'est une œuvre peinte à la bombe sur un mur de 125 mètres carrés. C'est un portrait. C'est le portrait d'une geisha. Elle est représentée tête baissée. Elle porte un éventail. Son visage est un peu grisâtre. De loin, sa silhouette donne une impression rêveuse, mélancolique. Il y a une association de couleurs jaune-violet avec un fond bleu assez vif. Le violet, choix intéressant. C'est une couleur de chanoinesse. Et le bleu du ciel, lorsqu'il est coupé de masses grises qui trempent heureusement sa morne crudité, baigne, adoucit et engloutit les contours. Le sujet principal est donc cette femme vêtue d'un drapé de soie au motif floral très coloré. Elle représente l'Asie, point de départ de la route de la soie. En fait, la fresque fait référence à l'histoire de Croix-Rousse, plus précisément à cette grande période où Lyon était la capitale de la soie dans le monde. Croix-Rousse, vous dites ? À Lyon ? Cette œuvre est à Lyon ? Qu'est-ce qui vous fait marrer ? Lyon est une ville singulière, c'est une ville de comptoir, philosophique, pleine de brume et de charbon, les idées s'y débrouillent difficilement. Tout ce qui vient de Lyon est minutieux, lentement élaboré et craintif. Ah bon. Toujours est-il que cette œuvre est très appréciée, comme toutes les œuvres de street art d'ailleurs. Et pourtant, la technique utilisée est la même que celle du graffiti, ce sont même souvent des graffeurs qui produisent le street art. Rien n'a changé. Sauf que ce n'est plus de la dégradation, c'est véritablement un art, de l'art urbain. Les collectivités publiques payent désormais les graffeurs pour qu'ils décorent leurs murs, c'est quand même délirant. J'ai parlé avec l'artiste Etawan justement pour préparer notre sujet. Lui, il vient de la culture graphe. Vous imaginez bien qu'il voit le street art exploser avec un regard amer. Plusieurs fois, il a risqué des amendes ou même des peines assez sérieuses parce qu'il pratiquait simplement son art. Aujourd'hui, il voit des artistes comme Banksy, dont les graffitis sont mis sous verre tellement son travail est admiré et respecté. Pourquoi ? Et comment ce changement aux yeux du public ? Qui est assez bon critique pour lui dire ce qui relève de la délinquance ou de la prouesse artistique ? Lui-même, il décrit l'émergence du street art comme un phénomène de mode, une réappropriation des codes du graffiti pour en faire quelque chose de plus acceptable, comme s'il s'était en quelque sorte embourgeoisé. Certainement, il y aurait injustice à nier les services qu'a rendus le graffiti dans l'histoire de l'art. Désormais, le graffiti restera toujours une grâce, céleste ou infernale, à qui vous devrez des stigmates éternels. Mais il est naturel que des artistes se tournent désormais vers un genre et une méthode d'expression qui sont dans leur pleine réussite. Le graffiti, c'est une sensation puissante, il est vrai. Pourquoi nier la puissance ? Mais d'un ordre inférieur, d'un ordre quasi maladif.
C'est presque une sensation négative, si cela pouvait se dire. Une méthode expéditive, d'ailleurs, et peu coûteuse, montre un temps où chacun considère le bon marché comme la qualité dominante et ne voudrait pas payer à leur prix les lentes opérations du pinceau. Cette impression pour le spectateur, qui tient du malaise, de l'ennui et de la peur, fait penser vaguement, involontairement, aux défaillances d'une population automatique et qui troublerait nos sens par sa trop visible et palpable extranéité. Ce n'est plus là ce respect enfantin dont je parlais tout à l'heure. Avouons-le, le graffiti manifeste un esprit de sectaire. C'est un massacreur de facultés. Le street art, en comparaison, est la nouveauté. Il a plus de charme à cause, sans doute, de sa solidité positive et de son amoureux cynisme. Il est normal qu'il soit plus en vogue. La question essentielle est alors de savoir si vous possédez une beauté particulière, inhérente à des passions nouvelles. Comment on se rend compte que notre idéal de beauté est en train d'évoluer ? La vitalité artistique se déplace, cela est dans l'ordre. Il ne faut jamais oublier que les nations, vastes êtres collectifs, sont soumises aux mêmes lois que les individus. Souvent, c'est le principe même qui a fait leur force qui amène leur décadence, surtout quand ce principe, vivifié jadis par une ardeur conquérante, est devenu pour la majorité une espèce de routine. La philosophie du progrès explique ceci clairement. Comme il y a eu autant d'idéal qu'il y a eu pour les peuples de façon de comprendre la morale, l'amour, la religion, le graffiti ou le street art ne consiste pas dans une exécution parfaite, mais dans une conception analogue et conforme à la morale du siècle. La prochaine fois que je vois Eta, je lui dis que c'est la vie alors. C'est ici une belle occasion, en vérité, pour établir une théorie rationnelle et historique du beau, en opposition avec la théorie du beau unique et absolu. Toutes les beautés contiennent quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt, elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme vous avez vos passions particulières, vous avez votre beauté. Considérez, si cela vous plaît, la partie éternellement subsistante comme l'âme de l'art et l'élément variable comme son corps. Dans l'art du graffiti, la partie de beauté éternelle sera en même temps voilée et exprimée, sinon par la mode, au moins par le tempérament particulier de l'auteur. Et dans le street art, l'artiste a un but plus général que le simple plaisir de la circonstance. Que cherche-t-il ? Il recherche la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Vous comprenez ? Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de les mépriser ni de vous en passer. En les supprimant, vous tomberez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable. Vous n'avez dès lors d'autre choix que de produire des portraits moralement ressemblant au caractère de votre époque. Je suis en train de me dire, en vérité, c'est faux de prétendre que l'imagination est nécessaire dans toutes les fonctions de l'art. Qu'est-il besoin d'imagination, par exemple, pour faire un portrait ? Si je pose et que je sers de modèle, en réalité, c'est moi qui consens à faire le gros du travail. Je suis le véritable fournisseur de l'artiste. Je suis, à moi tout seul, toute la matière. Caput mortum, tais-toi! Brute hyperboréenne des anciens jours, éternel esquimau porte-lunettes, que toutes les visions de Damas, tous les tonnerres et les éclairs ne sauraient éclairer. Plus la matière est positive et solide, et plus la besogne de l'imagination est subtile et laborieuse. Si la bruyère eût été privée d'imagination, aurait-il pu composer ses caractères dont la matière si évidente s'offrait si complaisamment à lui ? Décidément, certains artistes paraissent plus grands couchés que debout. Vous n'êtes pas fin pédagogue, monsieur Baudelaire, et je vous trouve assez insupportable en fait. Vous avez passé votre temps à me tester et me dénigrer. Je reste simplement pour le bien de cette capsule, mais c'est pas franchement un plaisir. Vous voyez quelque chose à ajouter ? Passons à monsieur Eugène Delacroix. Que pourrions-nous parler d'art sans aborder monsieur Eugène Delacroix ? Ôter Delacroix,
et la grande chaîne de l'histoire est rompue et s'écroule à terre. Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond. Ah ouais? En quoi est-il si excellent et prodigieux? Delacroix, lac de sang, hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Qu'est-ce que c'était ça? Un poète qui a essayé d'exprimer ses sensations subtiles dans des vers. Pour raconter les véritables génies, il ne reste plus que la prose. Ben, ça m'aide pas à comprendre ce qui vous plaît, en fait. Ah! Le lac de sang représente le rouge, cette couleur si obscure, si épaisse. Hanté des mauvais anges, c'est le surnaturalisme. Un bois toujours vert, le vert, cette couleur calme et gaie et souriante de la nature, complémentaire du rouge, et chantant à jamais leur antithèse mélodique. Un ciel chagrin pour les fonds tumultueux et orageux de ces tableaux. Et enfin les fanfares et Weber, pour dire les idées de musique romantique que réveillent les harmonies de sa couleur. Bah, excusez-moi, c'est très beau, hein, mais c'est pas très clair. Vous vous donnez bien du mal pour être aussi énigmatique. Et c'est pas seulement ça, c'est complètement subjectif votre affaire. Je vous demande les clés pour apprécier une œuvre d'art, vous me dites que c'est scientifique et après vous ne faites que des commentaires personnels. Je suis désolé, moi les paysans de Millet, je les aime bien. Les graffitis aussi, et Van Gogh aussi. Et je peux très bien les aimer tous les trois. Franchement, je trouve que vous ne faites pas mieux que le magistrat à votre procès finalement, qui vous jugeait selon ses propres impressions. Vous avez forcément des biais, des préférences qui vous font apprécier telle ligne plutôt qu'une autre, ou bien telle couleur à une autre. Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur aux dépens de la ligne? Sans doute c'est un point de vue. Mais ce n'est ni très large ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières. Le poète, comme le peintre, est un déchiffreur, un traducteur, ou pour mieux dire, un révélateur de la ténébreuse et profonde unité que le monde sensible porte en lui. Ainsi, le meilleur compte-rendu d'un tableau pourrait être un sonnet ou une élégie. Mais si le peintre est déjà un révélateur du monde sensible qu'il porte en lui, à quoi bon la critique? On n'a pas besoin d'un second révélateur pour traduire une traduction, ça ne mène à rien. Vous connaissez le téléphone arabe? Ou alors, faites juste de la poésie, parce que c'est très beau, je peux pas le nier. Mais dans la critique, ce qui doit compter, c'est d'expliquer au public comment apprécier une œuvre. Et après, il se débrouille avec son œil et son jugement. Faut pas s'étonner après que les gens ne comprennent rien à l'art ou qu'ils en aient peur. Vous organisez le commerce de l'art, en donnant plus ou moins de valeur à un artiste. C'est tout ce que vous faites. À quoi bon la critique? Vaste et terrible point d'interrogation. Et pourtant, que d'artistes de ce temps-ci doivent à elles seules leur pauvre renommée. D'abord, il faut un jury, ceci est clair, parce qu'encore une fois, le public ne s'inquiète que du résultat. Un esprit juste verra toujours qu'un grand artiste n'y peut que gagner et qu'un médiocre n'y peut trouver que le châtiment mérité. Mais j'en conviens. Ce genre de critique sous forme d'élégie ou de sonnet est destiné au recueil de poésie et aux lecteurs poétiques. Et pour les gens, comme moi, qui veulent que les affaires d'art ne se traitent qu'entre aristocrates et qui croient que c'est la rareté des élus qui fait le paradis, tout est ainsi pour le mieux. Vous avez entendu parler du Salon des Refusés? Paris, 1863, quelques mois avant votre mort, 1200 œuvres d'artistes sont exposées en marge du salon officiel. Parce que le jury est jugé trop sévère, en refusant 3000 œuvres sur 5000. Des noms comme Camille Pissarro ou Édouard Manet deviendront célèbres grâce à ce salon. En substance, ils disent « Les grands salons nous sont fermés parce qu'on ne plaît pas au goût officiel, eh bien on va faire notre propre salon. » Et l'héritage de ces refusés, ce sont les graffeurs, justement. Pourquoi croyez-vous qu'ils notent leur blase à tous les coins de rue et en particulier sur des supports volants? L'espace public, c'est le nouveau salon grâce à la culture graphe. Et l'art n'est plus réservé seulement aux aristocrates comme vous le voudriez. L'esprit originel de la culture hip-hop, c'est ça, une révolte contre la bien-pensance officielle et bourgeoise, qui perpétue bien souvent des inégalités profondes en matière d'art.